Bienvenue dans cet épisode spécial du Pédagogcast. Je suis Julien Maurice et je vous présente aujourd'hui un épisode hors série enregistré à l'occasion du Podcaston. Alors le Podcaston en quelques mots, c'est un événement qui a lieu du 25 au 31 mars et qui est organisé par l'association Altrou. Alors l'objectif de l'association est de cultiver l'altruisme et les valeurs de l'engagement à travers les canaux numériques. Alors pour information, plus de 300 podcasteurs se mobilisent pour cet événement afin de promouvoir et de soutenir différentes associations. Alors dans le cadre de cet épisode, j'ai décidé de mettre en lumière Ecoluma, qui est une association d'intérêt général indépendante qui a été fondée à l'origine sur l'idée que les enseignants sont la meilleure chance de réussite pour les jeunes défavorisés. Et sans plus de transition, je vous invite à découvrir cet échange passionnant avec Élise Renaudin, qui est directrice des partenariats chez Ecoluma. Alors juste avant de commencer l'interview, je souhaite tout de même remercier Delphine Moncorgé qui m'a encouragé à participer à l'événement via LinkedIn. Jérémy Mani, qui est l'un des organisateurs de cet événement en tant que membre de l'association Altrou. Sans oublier également Guy de Nicolai et Constance Albanel pour m'avoir mis en relation avec Élise. Allez, c'est parti. Alors bonjour Élise Renaudin, bienvenue dans le Pédagogcast, alors ce hors-série du Pédagogcast. Alors je suis vraiment très heureux aussi de pouvoir t'accueillir parce que c'est vrai que on va aborder aujourd'hui des choses finalement que j'ai pas forcément toujours l'habitude d'aborder. Je fais souvent des podcasts dans le domaine de l'enseignement supérieur, tu vois, un petit peu tout ce milieu-là. Et aujourd'hui, dans le cadre du podcaston, j'ai justement le bonheur de pouvoir te recevoir pour échanger sur l'association donc Ecoluma. Alors déjà, ma première question, Élise, bienvenue déjà à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et du coup, est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous présenter ce qu'est justement, déjà te présenter, et puis ensuite nous présenter également Ecoluma en quelques mots. Donc voilà, donc je m'appelle Élise Renaudin et pour me présenter rapidement, c'est pas le plus intéressant, mais simplement dire que voilà, depuis de longues années maintenant, plus de 15 ans, voire plus, je m'implique dans le milieu associatif et le sujet, enfin ce qui m'anime en tout cas au quotidien, c'est agir contre les inégalités. Voilà, c'est un sujet qui me touche en particulier parce que voilà, en France, on voit bien que quelque part tout le monde n'a pas la même chance de réussir et que l'origine sociale reste très très forte en termes de déterminisme dans la réussite. Et quand on va agir sur les inégalités, quelque part, l'éducation c'est la mère des batailles car chaque enfant, chaque jeune vient à l'école et l'école ça reste quand même en France un lieu de brassage, même si on a tous en tête d'un côté des ghettos de riches et pour simplifier, et de l'autre côté des ghettos de pauvres, mais quand même tout le monde va à l'école et voilà, je trouve que c'est un beau sujet en tout cas quand on s'intéresse à la question des inégalités. Donc c'est vraiment effectivement au cœur de ce que vous faites à Ecoluma. Est-ce que justement tu peux un peu nous décrire, je sais qu'il y a différentes actions entre guillemets qui sont menées, est-ce que tu peux nous faire un petit schéma, on va dire, pour récapituler un petit peu toutes ces actions, notamment pour justement cet objectif? Alors, donc Ecoluma, il y a encore 6 mois, si certains des auditeurs nous connaissaient sous ce nom-là, on s'appelait en fait SynLab, l'association SynLab. Et depuis 6 mois, on a changé de nom. C'était nos 10 ans. Donc, Ecoluma a été créé en 2012 avec vraiment cet objectif d'agir contre les inégalités scolaires. Et notre mission, ce qu'on a trouvé comme modalité intéressante pour agir sur ce sujet, c'est d'accompagner les professionnels de l'école, en particulier les enseignants et les chefs d'établissement, pour que les élèves puissent réussir et s'épanouir quelle que soit leur origine sociale. Et donc en termes d'action, ça se traduit pour résumer simplement les choses, par 3 piliers. On va en premier lieu organiser des communautés d'entraide, donc d'une part entre des enseignants et d'autre part entre les chefs d'établissement, qui vont passer essentiellement par des modalités numériques, digitales. Et donc ça va être des lieux, la première plateforme digitale s'appelle Être prof, qui est une plateforme créée par les profs pour les profs. On va
retrouver près d'une douzaine de pourcents des enseignants en France qui sont inscrits dessus. Et ce qu'on va y trouver, c'est des articles, ça va être des vidéos, des podcasts, des fiches pédagogiques, des petits modules de formation avec vraiment l'idée de partager, que chacun puisse partager quelque part les pratiques pédagogiques. Alors on est toujours pas trop à l'aise quand on parle des meilleures pratiques pédagogiques parce que on pense que chaque pratique pédagogique quelque part peut être adaptée à un contexte, un environnement particulier, mais en tout cas c'est ce qu'on y trouve. Et côté chef d'établissement, c'est un peu donc la petite sœur s'appelle ManageEduc, c'est aussi une plateforme digitale et on va y trouver de la même manière des ressources pour réfléchir sur son rôle en tant que chef d'établissement et des ateliers, des temps d'échange pour échanger avec ses pairs. Donc ça, c'est notre premier pilier d'action. Le deuxième va consister en fait à intervenir en accompagnement dans des dynamiques présentielles auprès des équipes éducatives dans les établissements. Donc l'idée, c'est de réfléchir ensemble sur un sujet qui nous tient à cœur, sur comment on peut collaborer et mettre quelque part l'intelligence collective au service d'un projet. Et puis notre troisième pilier d'action, ça va être plutôt dans un objectif de plaidoyer, de faire connaître cette question à la fois de la cause des inégalités et aussi du rôle des enseignants et des chefs d'établissement pour agir et favoriser la réussite scolaire des élèves. Donc, vous travaillez essentiellement, si je ne me trompe pas, avec le secondaire et le lycée, hein, c'est ça, essentiellement votre public? C'est premier degré, à peu près équivalence avec le second degré, donc école primaire et donc collège, lycée. Et on ne travaille pas. Alors on a fait, puisque tu parlais du supérieur tout à l'heure, donc on a quelques enseignants du supérieur qui s'inscrivent à nos plateformes, mais en tout cas on n'a pas de logique spécifique de création de contenu d'animation à date en tout cas pour ce public-là. Ok, très bien. Et je suis très curieux de savoir justement comment vous procédez pour réussir à fédérer et à animer comme ça des communautés. On est très dans la mode aujourd'hui, c'est très bien, hein, des communautés d'apprentissage. C'est vrai qu'on se Oui. rencontre, hein, tous les établissements aujourd'hui, finalement, qui fonctionnent bien, même les initiatives plutôt, on va dire, récentes d'établissements de formation un peu innovants, avons justement cette composante de communauté finalement, notamment ne serait-ce également par rapport aux alumni pour faire venir d'autres personnes, mais également tout au long finalement finalement de la vie de la personne. Et comment est-ce que vous faites pour animer ces communautés-là? Est-ce que vous avez des outils également spécifiques, des animateurs de communauté dédiés? Voilà, que tu m'en parles un petit peu davantage. Ouais, ça peut être intéressant de réfléchir avant de décrire comment ça marche, pourquoi les gens, pourquoi un enseignant va se dire, tiens, je vais aller voir sur notre prof ce qui se passe, ou un chef d'établissement, pourquoi il va se retrouver dans la communauté ManageEduc. Alors, en tout cas, ce qu'ils nous disent, d'une part et d'autre, hein, d'ailleurs, c'est que bien souvent, en fait, ils se sentent seuls. Ils peuvent être, ça peut paraître paradoxal, hein, puisque quand on est enseignant, on est entouré d'autres enseignants et parfois pas toujours en réalité d'une équipe, ça dépend en fait des établissements. Et donc ce qui fait qu'ils vont venir sur être prof, c'est bien sûr s'inspirer, prendre des idées, mais c'est aussi s'entraider. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très très fortement dans nos deux communautés. Et donc sur comment ça marche, en fait, ce qui fait que les communautés, ces deux communautés grandissent, c'est que ce sont des communautés qui sont animées par des pairs. Donc être prof, très concrètement, c'est une initiative qui a été lancée en 2017 par un collectif de profs, hein, de deux profs en particulier qui l'ont lancée. Et au fur et à mesure, autour de ces deux profs, s'est constitué progressivement. On a aujourd'hui un collectif d'à peu près 150 enseignants mentors qui sont des enseignants qui sont actifs dans leur métier, leur profession, et qui viennent partager leurs expériences, leur parcours, des fois leurs difficultés. Ça arrive assez souvent, ce qui peut bien marcher avec les élèves. Et donc leur rôle, ils vont avoir deux rôles principalement. C'est déjà de faire, d'identifier avec nous les besoins les plus importants à un moment T.
pour prendre un exemple qui a frappé tout le monde récemment, quand il y a eu la fermeture des classes liée à la crise sanitaire, il a fallu d'un coup voilà organiser cette continuité pédagogique. Forcément, ça a suscité beaucoup de besoins et énormément d'enseignants sont venus vers nous pour voilà réfléchir à comment on allait pouvoir faire ça ensemble. Et c'est le même mécanisme à peu près pour les chefs d'établissement. Donc là, on a une communauté d'une trentaine de chefs d'établissement qui se retrouvent vraiment très régulièrement pour pouvoir réfléchir à voilà ce qui les anime, le concret dans les établissements, la manière de proposer des initiatives qui peuvent les aider. Donc voilà, c'est vraiment c'est une logique de pair à pair qui voilà qui est très horizontale et qui marche aussi beaucoup par la recommandation. Donc un prof qui va parler à son collègue, soit d'ailleurs dans son établissement ou en ligne. Ça se passe aussi beaucoup, hein. On a énormément de professeurs qui arrivent par les réseaux sociaux et notamment par Facebook. Il y a sur Facebook beaucoup de groupes de profs voilà, qui existent et voilà, qui réfléchissent ensemble hein, sur les sujets liés à l'éducation. C'est très impressionnant en termes de chiffres. Là, je regarde le site en même temps, je vois 100 000 inscrits pour des enseignants. Et du côté des chefs d'établissement, il y a quand même 4500 chefs d'établissement. Donc c'est vrai, Ouais. ça semble vraiment, entre guillemets, accroché. Et justement, en termes de proposition de valeur, entre guillemets, donc d'après ce que tu me dis, que des webinaires en ligne, hein, ça se passe. Je vois qu'il y a notamment pour chez l'établissement, par exemple, un webinaire chaque mois. Est-ce qu'il y a également des rencontres faites régulièrement en présentiel? Est-ce que c'est des multimodalités, entre guillemets? C'est beaucoup quand même en distanciel. Ça aussi, enfin, le distanciel a cet avantage, effectivement, tu le disais, hein, de pouvoir très vite enfin, créer des communautés qui sont quand même assez importantes et se retrouvent dans la France entière. Et ça a beaucoup de sens en tout cas dans les témoignages qu'on peut avoir, de pouvoir, voilà, quand on est à Lille, échanger avec quelqu'un qui est dans le sud de la France, enfin, dans un contexte très différent. Ça permet quelque part de prendre du recul et donc ça, c'est intéressant. Je parlais tout à l'heure de notre communauté de mentors. Effectivement, c'est une communauté avec laquelle on a un lien plus fort et donc qui de facto se réunit beaucoup plus régulièrement. Et puis par ailleurs, Écoluma et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais on organise un certain nombre d'événements. Le prochain aura lieu dans courant mars et va porter sur une réflexion sur la question du décrochage scolaire et de la grande pauvreté. Et c'est des occasions aussi de nous retrouver avec les différentes communautés qui sont actives dans notre réseau. Et comment ça se passe? Admettons, je suis enseignant, j'ai envie de venir travailler, enfin, entre guillemets, d'animer avec Ecoluma, par exemple, je sais pas, des webinaires, des actions, etc. J'ai plusieurs questions. Et déjà, comment est-ce que je fais, hein, si je veux vraiment, est-ce qu'il y a possibilité d'adhérer, etc., une demande qui doit être faite directement à l'association. Est-ce qu'il y a également, au travers de ça, on va dire, est-ce que c'est du bénévolat uniquement ou est-ce qu'il y a des rétributions ou peut-être des heures mises à disposition dans les établissements? Comment ça se passe concrètement? Oui. Alors, un prof pour nous rejoindre, c'est simple. Il va sur Être prof et il nous contacte par ce biais-là. Hein. C'est vraiment en accès libre, gratuit. Voilà, donc on peut devenir membre très très facilement et puis ensuite dialoguer avec l'équipe. Donc on reçoit régulièrement ça c'est sympa. On a des retours de profs qui nous remercient. Donc ça nous fait toujours plaisir. Mais aussi des profs qui nous disent ben voilà, il y a tel ou tel sujet sur lequel j'aimerais contribuer et je voudrais vous proposer d'y travailler ensemble. Donc ça c'est voilà, donc ça c'est vraiment facile, très ouvert. Voilà, les temps d'échange que tu évoquais tout à l'heure, les ateliers, les lives qu'on peut organiser sont aussi voilà des moments voilà d'interaction qui permettent ça. Donc ça c'est vraiment très facile. Et puis sur le comment et la rétribution. Alors on parle pas vraiment de rétribution, j'ai un peu de difficulté à le poser comme ça parce que c'est un peu minimal, mais en tout cas une grande partie de l'engagement, c'est vraiment un engagement des enseignants
et des chefs d'établissement, hein, se fait vraiment à titre bénévole pour tout ce qui est, enfin quand on va retrouver des enseignants mentors qui vont animer des temps d'échange, des webinaires, etc. Ça va être fait à titre bénévole. Et effectivement, pour des enseignants, parce qu'on prend ça en compte, il y a une dimension d'auteur, hein, qui vont, par exemple, rédiger un guide pédagogique sur tel ou tel sujet, une petite fiche, voilà, et qui vont consacrer du temps de réflexion, de production lié à ça. Effectivement, on va mettre en place une petite, enfin, indemnisation plus que rémunération, mais en tout cas, oui, elle est prévue. Voilà. Je pense que c'est important effectivement pour motiver et puis pour que le modèle fonctionne, qu'il soit sur des bases, ça me semble vraiment intéressant et je voulais vraiment avoir aussi des infos précises là-dessus et je pense que ça pourra motiver éventuellement aussi beaucoup d'enseignants qui ne sont pas encore membres peut-être à venir. Oui. D'autre part, en termes de population justement, alors finalement c'est vrai que l'idée c'est de faire en sorte d'avoir quelque part des pratiques plus égalitaires, enfin que tout le monde soit sur le même pied Mm. d'égalité. Mais est-ce que ça concerne justement essentiellement les établissements justement qui font plutôt, enfin qui sont plutôt dans des milieux, on va dire, moins favorisés ou tout type d'établissement justement? Est-ce que c'est vraiment une cible précise? Non, c'est tout type d'établissement. C'est vrai qu'on a une attention particulière par rapport à un certain nombre d'établissements parce que on sait que voilà les conditions d'engagement sont bien plus difficiles. Enfin, quand on est concrètement, quand on démarre sa carrière en tant qu'enseignant en France, bien souvent on commence en éducation prioritaire, tout voilà en ayant voilà c'est le premier quelque part galop d'essai il se fait là. Donc on sait que c'est complexe et donc voilà on a un besoin fort là-dessus. Mais on est très attentif quelque part à l'universalité et faire que voilà tous les profs puissent se sentir. Enfin, c'est vraiment voilà les contenus qu'on va trouver sur Atropop vont s'adresser vraiment à tout le monde et chacun peut picorer selon ses besoins. C'est important aussi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des réseaux d'éducation prioritaire. Quand on regarde en termes de chiffres, en fait, on a donc dans l'éducation prioritaire, on a, c'est vrai, une très forte concentration en fait de difficultés qui font que, voilà, pour un enseignant, il va vraiment avoir une part importante d'élèves qui vont être en grande difficulté scolaire et donc ça c'est difficile à accompagner. Mais on a, quand on regarde voilà les grandes statistiques échelle France, on a 3/4 en fait des enfants pauvres qui sont scolarisés hors de l'éducation prioritaire. Et donc c'est voilà, bien sûr c'est beaucoup plus diffus. Pour un enseignant concrètement, ça va représenter beaucoup moins d'élèves par classe, mais donc voilà, donc c'est pour ça que il n'y a pas voilà de logique qui serait uniquement dédiée par rapport à des établissements qui sont plus défavorisés. Donc vraiment, on va trouver de tout sur être prof et on va trouver aussi pour nous c'est vraiment quelque chose de vraiment important, fondamental, beaucoup de choses sur la question du bien-être des enseignants. Voilà, le métier d'enseignant, c'est un métier voilà, qui vraiment qui est un métier d'engagement et qui peut être voilà surtout quand on débute source de stress, d'anxiété. Donc voilà, donc ça c'est aussi des sujets sur lesquels on accompagne les enseignants avec parfois l'appui de psychologues qui vont pouvoir voilà intervenir sur ces dimensions-là. Et en général, quand un prof vous rejoint, il reste tout le long de sa carrière ou est-ce qu'il va plutôt être intéressé quand il débute sa carrière justement pour avoir des bonnes pratiques ou est-ce qu'il va rester comme ça tout du long? Ouais, on a un peu tous les profils en réalité. C'est vrai qu'on a en tout cas une surreprésentation de jeunes profs, donc de ce qu'on appelle dans l'éducation nationale les néo-enseignants, donc qui par ailleurs, hein, des fois, donc c'est des néo-enseignants qui sont jeunes, et on a aussi des reconversions. Donc ça, ce sont des profils qu'on a pas mal sur être prof, mais on peut aussi avoir des enseignants qui en milieu de carrière ont besoin voilà de faire une pause, enfin en tout cas de réfléchir sur leur pratique. On a eu, enfin, je mentionnais ce moment assez important hein, dans ces dernières années sur l'éducation de confinement où il a fallu faire l'école à distance. Et là, on a eu beaucoup d'enseignants qui étaient voilà un peu plus, enfin milieu, des fois fin de carrière, qui en fait venaient sur la question des usages des outils numériques. Voilà. Donc en résumé, plutôt des jeunes profs, mais pas uniquement, et ça s'équilibre au fur et à mesure du développement de la communauté. D'accord. Alors,
peut-être plus pour parler maintenant de choses un peu plus macro, entre guillemets, hein, vraiment sur. Mhm. Parce que moi, quand j'étais. Pour parler justement des inégalités, parce que c'est aussi vraiment un des buts d'École Humain, en tout cas de les limiter. Moi, quand j'étais à la fac, on me parlait beaucoup de modèles comme par exemple Bourdieu, les héritiers, etc., des choses comme ça. Ouais. Est-ce que toi, avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est toujours les mêmes constats, c'est-à-dire que, en fin de compte, on reproduit, il y a une reproduction sociale qui est systématique, entre guillemets, et on a un ascenseur social peut-être qui fonctionne plus ou moins bien, mais voilà, qui est perfectible, ou est-ce que les choses s'améliorent? Ça, c'était ma première question, et juste après, peut-être, j'aurais souhaité avoir un petit peu aussi le positionnement de la France par rapport justement aux autres pays d'Europe, aux autres pays du monde par rapport à toutes ces questions-là. Hmm. Alors oui, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu en arrière et le rétroviseur. Alors sur la question par rapport à l'héritage, le Bourdieu, c'est un peu oui et non parce que quelque part la situation a changé quand même depuis. Enfin, quand on regarde entre les années 70 et maintenant, depuis l'école, en fait, c'est largement massifié. C'est ce défi-là qui est en réalité très très complexe parce qu'on peut massifier, mais sans complètement démocratiser. Et je pense que l'école, enfin depuis toutes ces années où j'agis dessus, quelque part, voilà, c'est complexe d'accueillir 12 millions d'élèves, d'amener 80% d'une génération au bac. Voilà. Et donc c'est cette situation là dans laquelle on est là actuellement, c'est qu'on a réussi quelque part ce défi de la massification, d'accueillir tous les élèves à l'école et de les amener jusqu'au baccalauréat. L'enjeu désormais, c'est celui en fait de l'individualisation, de la personnalisation et faire que chacun des 12 millions d'élèves en France est accompagné plutôt que d'accompagner en une fois 12 millions d'élèves. Voilà, donc ça c'est le défi. Et puis, je dirais qu'en tout cas, les thèses défendues par Bourdieu, elles sont encore complètement pertinentes. Voilà, sur la question de ce déterminisme social qui reste très très prégnant et qui se double d'une croyance sur la méritocratie qui fait que quelque part on donne l'impression qu'on part tous à chance égale, tous et toutes à chance égale, et en réalité ça n'est pas le cas. Ok, très bien. Et justement, est-ce que notre pays, entre guillemets, par rapport aux autres pays européens, est un bon élève ou un mauvais élève par rapport à toutes ces questions-là? Ça dépend comment on regarde les choses. C'est toujours pareil. C'est vrai que quand on regarde la question de la formation des profs, c'est un sujet dont on parle un peu plus ces derniers temps, mais quand même qui n'a quand même pas été au cœur des politiques de l'éducation nationale ces dernières années. Quand on regarde ce qu'ont fait les derniers ministres, le sujet de la formation continue, c'est un énorme sujet, puisque quand on se regarde justement par rapport aux autres pays comparables de l'OCDE, on voit qu'un prof français, il est en moyenne 2 à 4 fois moins formé par rapport à ces autres pays de l'OCDE. Donc c'est significativement moins. Donc ça voilà, c'est un premier élément qui est très marquant, et ça se double à cette difficulté d'exercice dans les premières années qui, comme je le disais tout à l'heure, se fait en éducation prioritaire. L'autre élément, ça va être, on en a parlé récemment, c'est le nombre d'élèves qu'il y a par classe, à l'heure où il y a actuellement un certain nombre de suppressions de postes qui sont en projet. On regarde, et quand on regarde la France par rapport aux autres pays européens, cette fois-ci, on voit que le nombre d'élèves en France, il est supérieur à celui des autres pays européens. Donc là, je dirais qu'on est moins bon. Et puis il y a cette problématique spécifique de reconnaissance et de valorisation des profs. Alors qu'il y ait une reconnaissance qui est salariale, ça c'est un sujet quand on se compare par rapport aux pays comparables. Mais c'est aussi de manière plus générale, c'est quelque part le soin et l'attention qu'on a par rapport aux personnes dont le métier en fait est de prendre soin des autres. Donc je pense aux enseignants, je pense aux personnes qui travaillent à l'hôpital. Donc voilà, ces personnes qu'on a applaudi
je pense, à l'hôpital pendant le confinement, mais voilà, quelque part, je pense que tout le monde beaucoup de gens ont pris conscience du travail et ce que c'est d'être enseignant quand on a dû soi-même faire l'école à la maison. Mais voilà, il y a cette reconnaissance des enseignants qui n'est pas toujours, en tout cas, à la hauteur de ce qu'elle pourrait être quand on regarde, en tout cas, l'engagement que la grande majorité ont par rapport à ce métier qui est difficile à exercer. D'accord, très bien. Et moi, tu vois, je m'intéresse beaucoup aux problématiques liées un petit peu au numérique, tu vois, dans l'enseignement. Oui. Je voulais avoir ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que tu penses que le numérique, justement, aurait plus tendance à augmenter le fossé, justement, des inégalités, plutôt qu'à le réduire? Est-ce que d'après toi, voilà, est-ce que ce serait un levier intéressant, quelque chose, entre guillemets, qu'on maîtrise pas encore assez pour justement pouvoir toucher tous les publics? Voilà, quel est ton point de vue par rapport à ces questions du numérique? Ça dépend comment on l'utilise. On l'a vu, quand il y a eu cette phase d'école à la maison, le numérique, ça a été un numérique pour communiquer. Où les enseignants ont utilisé des solutions pour communiquer au mieux avec les familles et les élèves. Et là, tout de suite, on voit la fracture numérique qui existe, parce que voilà, le nombre d'équipements dans un ménage est pas le même selon les situations. Concrètement, il y a des établissements qu'on fournit du matériel, des ordinateurs pour que les élèves puissent voilà suivre les cours. Et puis il y a la dimension du numérique pour enrichir la pédagogie, qui est voilà une dimension qui je pense est vraiment intéressante. La question c'est le numérique. Est-ce que je trouve que la question fondamentale qu'on peut se poser, c'est qu'on a fait cet exercice à très très grande échelle au moment du confinement de l'école complètement en distanciel. Ça, on a pu très bien voir que quand on organise les enseignements de cette manière, c'est en fait très délétère pour des enfants, des jeunes qui ne bénéficient en fait pas d'un environnement familial suffisamment soutenant, en capacité de les soutenir. Ça vient renforcer des inégalités. Donc je dirais, c'est jamais ni blanc ou noir, c'est ni technophobe ni technophile et qu'il faut pouvoir utiliser les choses à leur juste mesure. Ce qui est sûr, et là ça me permet de reparler encore une fois de cet enjeu de formation des enseignants, c'est que les enseignants français sont insuffisamment formés à l'usage de ces outils. Donc pour bien les utiliser, encore faut-il pouvoir les maîtriser. Donc il y a des besoins d'accompagnement à ce niveau. Et justement, est-ce que chez Colima, notamment dans les webinaires, etc., ce sont souvent des sujets qui reviennent, la formation à ces outils-là? Tu en as parlé un tout petit peu, mais Ouais. pour le cas aujourd'hui, même si on est de retour quelque sorte en présentiel. Oui. Oui, on a sur la plateforme, en allant voir Être prof, on a même développé en fait un outil des comparateurs numériques. Donc c'est un outil qui a été qui permet de comparer différents outils avec différents usages. Et donc là, ce sont les profs en fait qui ont fait remonter les solutions qu'ils utilisent le plus en indiquant pourquoi ils les trouvaient intéressantes. Donc ça peut se trouver sur Être prof et il y a je crois 250 à 300 personnes qu'on contribué là-dessus. Donc ça n'existait pas, en tout cas dans le domaine de l'éducation, et donc on l'a lancé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ok, très bien. Et est-ce que justement tu as des retours un petit peu des enseignants qui bénéficient? On parle beaucoup plutôt de la partie pour le coup, parce que ce serait très compliqué de parler de l'ensemble de l'action d'école UMA, parce que vous avez vraiment trois grands piliers. Et si on se focalise sur les enseignants, justement, est-ce que tu as un petit peu des histoires comme ça à nous raconter par rapport à quelque part, qu'on pourrait appeler des success stories entre guillemets, ou des choses vraiment qui toi t'ont marqué, ou des retours que tu as eu justement par rapport à votre effet concret sur le terrain aussi, sur la pratique et peut-être sur la formation de la pédagogie d'une manière générale?
Oui, oui. Alors c'est vrai, moi toujours quand j'entends le mot success story, ça, excuse-moi, mais ça me fait un peu sursauter parce que c'est une approche qui peut y avoir enfin de manière générale, mais aussi pour les enseignants en particulier, quelque part d'être dans une logique très rôle modèle. Euh, Ça peut être des fois assez incapacitant en réalité, et donc à l'inverse, ce qu'on cherche à faire avec être prof, c'est vraiment de défendre l'idée de petits pas, c'est-à-dire comment on s'améliore progressivement grâce à l'expérience de prof, et avec cette logique de droit à l'erreur, hein, qui est un peu le principe ami, et c'est Mandela qui nous dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on porte beaucoup. Alors, ceci étant, on a quand même tout un tas de belles histoires. Alors, il y en aurait plein à raconter, mais en réfléchissant, une immédiatement qui me vient à l'esprit, c'est une chef d'établissement dans le Nord-Pas-de-Calais et qui nous dit, voilà, grâce à vous, en fait, j'ai retrouvé de la motivation. J'ai encore 15 ans à faire dans l'éducation nationale et je retrouve de la motivation grâce à vous et grâce aux échanges, en fait, avec d'autres chefs d'établissement. Donc ça, c'est voilà, de savoir que qu'on a permis cet élan-là. Pour nous, ce sont des beaux retours. Je pense aussi, c'est un peu particulier comme exemple, mais c'est vrai qu'il a été marquant pour nous. Une enseignante qui avait participé à des ateliers avec une orthophoniste sur la manière, c'est une problématique forte pour les profs, hein, comment je pose ma voix, parce que pour ne pas s'épuiser et quelque part soigner sa voix, et donc dans un cadre d'atelier avec cet orthophoniste à distance, et l'orthophoniste en fait s'était rendu compte que voilà qu'il y avait vraisemblablement un problème médical, et l'enseignante a été consultée. Et il se trouve qu'en fait, ça a permis de détecter vraiment une maladie qui, si elle avait attendu, en fait, aurait pu être vraiment grave, en fait. Donc ça, voilà, ça c'est les belles histoires d'enseignants. Il y en a plein d'autres. Et puis on a aussi les histoires des élèves, puisque tout ce qu'on fait, c'est in fine au bénéfice et pour les élèves, et c'est ça qui nous anime. Et donc, je pense comme ça, voilà, deux exemples qui nous ont marqués. C'est Yanis qui nous dit qu'il n'aimait pas les maths, qui est en lycée, et que grâce à sa prof, il s'est mis à aimer les maths, ou un autre petit plus jeune, hein, qui est en école primaire, Nolan, et qui nous dit, voilà, ma prof dans les dictées, elle m'encourage, elle me dit bravo, tu es champion, et avant je n'aimais pas les dictées, mais maintenant je suis plus en confiance. Voilà, donc ça c'est le type d'histoire qu'on peut entendre. Enfin, on a beaucoup de témoignages qui fait que voilà enfin, les équipes, les mentors sont motivés voilà pour participer à cette belle histoire qui est École Humain. Je rappelle, hein, 130 mentors, hein, c'est ça que Oui, oui. à cette aventure. En tout cas, ouais, c'est un super projet. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment enthousiasmant de voir, parce que moi-même, j'ai déjà animé des communautés. Je sais que c'est pas évident vraiment de faire en sorte que tout le monde se fédère, qui est surtout au départ, voilà, tout le monde est un petit peu, ouais, on est tous motivés, et ensuite, parfois, l'élan se perd. Et je vois que vous, vraiment, là, vous êtes vraiment sur la durée, et vous êtes là pour durer, justement. Et d'ailleurs, finalement, l'aspect, laquelle a été la première initiative? C'était plutôt pour les enseignants ou pour les chefs d'établissement? Est-ce que c'est venu Ça a après? été pour les enseignants. Ça a été pour les enseignants parce que c'est venu de profs en fait. D'accord. Et c'est vrai que le pendant, enfin quand on regarde ce qui fait en fait la réussite d'un élève, il y a deux types de facteurs. Il y a ce qui relève de l'élève lui-même, hein, de son environnement, de sa famille. Et donc ça compte à 60%. Donc c'est des recherches internationales, hein, une méta-analyse de quelqu'un qui s'appelle John Hattie qui nous dit ça. Et il y a 40% en fait qui sont liés à ce qu'on appelle l'effet enseignant, l'effet chef d'établissement, établissement. Donc ça fait en tout 40% sur lesquels on peut agir en travaillant avec les professionnels de l'école. Et c'est vrai que naturellement ça a été, enfin voilà, bien sûr en lançant Être prof, on a commencé voilà, à fédérer cette communauté de profs, mais quand on est prof, on n'est pas seul, on agit dans un établissement, dans une équipe, et en fait le chef d'établissement a un rôle vraiment important hein, dans son travail d'impulsion, tu parlais de communauté, de comment on fédère. Voilà, donc c'était pour nous assez naturel. Être prof a été créé en 2017 et Manager Duc en 2019. Donc c'est arrivé vraiment dans le prolongement.
Et c'est vrai que je trouve ça aussi intéressant justement de faire en sorte que les directions d'établissement soient impliquées également, parce que mine de rien, souvent, le fait d'être un enseignant voilà, qui est certes motivé, va pouvoir vouloir se former, des tas de choses, mais s'il n'a pas l'aval de sa direction, je trouve que c'est pas forcément toujours évident, ou la reconnaissance en tous les cas. Et Oui. parfois, certains, j'imagine, bénéficient peut-être, je sais pas, d'heures dédiées justement à Ecoluma, etc. Et je trouve ça vraiment important d'avoir à la fois la direction et également les équipes enseignantes qui sont quelque part qui s'articulent autour des Columa de cette manière. Et voilà, en tout cas, c'est intéressant aussi d'avoir l'historique et ça d'abord commencer par les enseignants et ensuite les directions et Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose voilà, qu'on n'avait pas forcément mentionné que tu voulais ajouter par rapport à ce podcast Bon, simplement remercier de l'attention, de l'intérêt, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est inviter les profs et les chefs d'établissement qui nous écoutent à venir voir ce que nous faisons et si ça les intéresse à nous rejoindre. Et peut-être la troisième chose, parce que je crois que c'est l'initiative c'est dans le cadre du podcaston. École Numa en fait peut exister avec le soutien de la philanthropie. Donc, ce sont des particuliers ou des fondations qui vont pouvoir soutenir notre action. Donc, voilà, il y a aussi la possibilité de venir nous soutenir dans ce cadre-là pour les personnes que ça intéresserait. Écoute, merci beaucoup Élise pour cet échange. Puis on mettra tous les liens justement en description, notamment pour les personnes qui souhaitent rejoindre Ecoluma, que ce soit d'ailleurs sur le volet enseignant, mais aussi pourquoi pas sur le volet direction d'établissement. On mettra tout ça dans le podcast. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger peut-être à l'avenir sur d'autres thématiques justement. Super, merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et merci aux organisateurs du podcaston pour leur initiative. Alors pour tous ceux qui découvrent le Pédagogcast, d'ailleurs n'hésitez surtout pas à consulter les autres épisodes du podcast où je m'intéresse au numérique et à la pédagogie au sens large. Voilà, c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagogcast.